Hello and welcome to the Sims Inn Museum. Bienvenue au musée de l'Auberge Sim. Mon nom est Anissa Doiron. My name is Anissa Doiron and I'm the director here at the Sims Inn Museum. We are located in Old Aylmer by the marina at 1 Front Street. The building I'm standing in was built by Charles Sims in 1831 and has been through many uses before becoming a museum. We have a permanent exhibit named Sims Inn, Windows onto the Ottawa River, located both on the first floor and on the second floor of the museum. We also have two temporary exhibits located on the first floor. One about the Aylmer Great Fire of 1921 that was just opened this summer. We also have another temporary exhibit named By Forest and Rivers, Men of Courage, that touches on the history of lodgers, lumberjacks, raftsmen, and log drivers. That was a very big part of the Ottawa and Gatineau history. Finally, on the second floor, we show a short film about the history of Hannah Sims, which was one of Charles Sims' daughter, who died tragically young in the inn. We would love for you to visit the museum when you get a chance. We're open for this year until October 31st, Saturdays and Sundays. You can also take a look at our website, sims.ca. And now let me introduce you to Roger Blanchette, our historian here at the museum, who will give you a brief talk explaining the history of the Ottawa River through the ages. Bonjour, je me présente, mon nom est Roger Blanchette, je suis historien. J'ai enseigné toute ma vie au cégep de l'Outaouais et j'ai été chargé de cours aussi à l'UQO, ici à Gatineau. J'ai publié un livre sur l'histoire de l'Outaouais aux presses de l'Université Laval à Québec. Je suis aussi bénévole ici au musée. Entre autres, c'est moi qui fais les visites scolaires là, pour les écoles. Donc, on est actuellement dans ce qu'on appelle maintenant le musée de l'Auberge Sims, qui est en fait le plus vieux bâtiment d'Aylmer. Le plus vieux bâtiment d'Aylmer, dans le sens que ça a été construit par Charles Sims, comme son nom l'indique. Charles Sims, qui était le neveu de Philemon Wright, qu'on considère comme le fondateur de Hull, qui a été, dans le fond, en fait, les premiers Blancs à venir s'installer dans la région. C'était des Américains arrivés du Massachusetts. Philemon Wright s'était fait concéder l'ensemble de la région et son neveu, Charles Sims, est venu s'installer ici, entre autres, parce que ça prenait un lieu pour que les bateaux puissent accoster, étant donné que la rivière était le seul moyen de communication et que les bateaux devaient arrêter au rapide. Donc, Charles Sims a construit une auberge ici, qui fait que les voyageurs descendaient au quai devant le musée, devant l'auberge à l'époque, dormaient ici, pouvaient manger ici, et de là, prenaient la seule route qui existait à l'époque en Outaouais, c'est-à-dire le chemin entre Hull et Aylmer, avec une diligence qui les conduisait, et dans le sens inverse aussi. Donc, c'est l'origine du bâtiment, dans le fond. Comme je disais, c'est le plus vieux bâtiment dans le Melbourne, qui est classé comme monument historique à la fois au niveau provincial et au niveau fédéral. Cet emplacement-là est très important, entre autres à cause de la rivière. Justement, notre exposition permanente porte le titre « Une fenêtre sur la rivière ». C'est que toute l'histoire de l'Outaouais, d'Aylmer, mais de tout l'Outaouais en général, s'est bâtie autour de la rivière, qu'on appelle la rivière des Outaouais. Juste préciser que son vrai nom, c'est Kitchissippi. On l'appelle la rivière des Outaouais, mais je vous expliquerai pourquoi ce nom-là a été donné. Mais son nom original, c'est Kitchissippi, qui veut dire « grande rivière », tout simplement. La rivière des Outaouais, quand j'en parle dans mes cours d'histoire de l'Outaouais, je dis toujours la rivière des Outaouais, c'est l'autoroute de l'Amérique du Nord. C'est l'autoroute de l'Amérique du Nord. Parce qu'à partir de la rivière des Outaouais, on peut se rendre au golfe du Mexique, on peut se rendre jusqu'au Manitoba, jusqu'aux montagnes Rocheuses, on peut se rendre jusqu'à la baie du Son. Donc, même à l'époque amérindienne, avant même que les Blancs arrivent en Amérique, la nation autochtone qui vivait ici dans la région contrôlait à peu près tout le commerce. Les fouilles archéologiques, d'ailleurs, démontrent qu'on retrouve des objets qui viennent d'un peu partout en Amérique du Nord ici, parce que c'était la route commerciale, finalement. Donc, quand les premiers Français sont arrivés en Amérique, Champlain notamment, Champlain, il ne faut pas oublier qu'il est venu ici pour une seule et unique raison, le commerce des fourrures. Le commerce des fourrures. Et pour ça, Champlain avait absolument besoin d'alliance avec les tribus autochtones. Les Français n'allaient pas chercher les fourrures eux-mêmes. Et très rapidement, il a appris que la rivière des Outaouais, la rivière Kitchissippi, était la route principale pour le commerce.
Donc, en 1613, Champlain a remonté la rivière des Outaouais jusqu'à l'île du Grand Calumet, l'île Morrison, qui était un peu le chef-lieu, si vous voulez, de la nation autochtone. Champlain s'est rendu rencontrer le chef Tessouat, à ce moment-là, et a signé une alliance, un traité, dans le sens que les Autochtones s'engageaient à apporter les fourrures à Québec à l'époque, parce que Montréal n'existait pas encore. Okay. Et en échange de quoi, les Français leur offraient différentes marchandises. Sauf que ça n'a pas duré longtemps, parce que déjà vers 1640, les Autochtones de la région étaient complètement décimés, à la fois par les maladies apportées par les Européens, comme partout en Amérique, et aussi par les guerres iroquoises, par les attaques des Iroquois, qui attaquaient les Autochtones d'ici parce qu'ils étaient alliés aux Français, toute la dynamique là, de colonisation. À ce moment-là, Champlain et les Français, de toute façon, ont dû trouver d'autres Autochtones pour apporter les fourrures. Et à ce moment-là, ils ont signé une autre alliance avec une nation située plus au sud, dans la région des Grands Lacs, pratiquement le lac Michigan, qui s'appelait la nation des Adawa. Et ce sont eux qui apportaient les fourrures. À Québec d'abord, puis à Montréal à partir de 1642, à Montréal. D'ailleurs, Montréal a été créé à cet endroit-là à cause de ça. Parce que Montréal est à l'embouchure de la rivière des Outaouais. C'est pour ça que Montréal a été créé à cet endroit-là. Donc, les Adawa apportaient les fourrures, mais les Français prononçaient Outaouais et les Anglais prononçaient Ottawa. Donc, c'est pour ça que quand on regarde une carte géographique, par exemple, aujourd'hui, il y a la moitié de la rivière qui s'appelle la rivière Ottawa River et l'autre moitié s'appelle la rivière des Outaouais. Tout ça vient du nom Adawa, parce que c'est eux qui apportaient les fourrures. C'est de là que vient le nom de la rivière des Outaouais. Donc, à l'époque de la Nouvelle-France, tout le commerce se faisait par la rivière des Outaouais. Pas juste le commerce. C'est à partir de la rivière des Outaouais que tous les grands explorateurs ont, pas colonisé, mais disons exploré l'ensemble de l'Amérique du Nord. On oublie que jusqu'au 18e siècle, presque toute l'Amérique du Nord était française, à l'exception de la Nouvelle-Angleterre. Parce que partout, ce sont les explorateurs français qu'on connaît, là, Joliette, Marquette, La Salle, etc., qui ont exploré l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, puis, au bout d'une génération ou deux, il y a de plus en plus de Français eux-mêmes qui se lançaient dans la traite des fourrures. Les coureurs des bois, les fameux coureurs des bois, qui eux aussi passaient par la rivière des Outaouais. Comme par exemple, ceux qui connaissent la région, il y a la rivière Gatineau ici qui n'est pas loin, mais la rivière Gatineau s'appelle Gatineau parce que le premier coureur des bois français qui a exploré cette rivière-là s'appelait Nicolas Gatineau, tout simplement. Donc, partout en Amérique du Nord, en Outaouais, il y avait des coureurs des bois comme ça qui se promenaient, mais il n'y a jamais eu d'établissement permanent de la part des Français. Les Français ne se sont jamais installés en Outaouais. D'ailleurs, ça leur était interdit. Ça leur était interdit parce que le gouvernement français voulait conserver le territoire, justement, pour la traite des fourrures. Donc, il n'y a pas eu de peuplement permanent de la part des Européens dans la région. Ça va être comme ça jusqu'en 1760, quand la Nouvelle-France va être cédée aux Britanniques par la France, justement. Donc, à ce moment-là, ça va complètement changer. Bien, ça va changer, oui et non. Dans le sens que l'activité va rester la même, mais va se faire de façon différente. Parce que, j'emploie toujours l'expression, les coureurs des bois, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui les travailleurs autonomes. Okay? Ils faisaient le commerce pour leur compte, leur propre compte. Mais à partir du moment où le Canada devient britannique, tout le commerce des fourrures va devenir un monopole de grandes compagnies, surtout la compagnie de la baie du Son. Donc, les anciens coureurs des bois vont devenir des salariés, des employés de la compagnie de la baie du Son. Et à ce moment-là, ils vont prendre le nom de voyageurs. On va les appeler les voyageurs. Les voyageurs, par exemple, partaient chaque année, au printemps, ils partaient de ce qui est aujourd'hui la Chine, près de Montréal, et remontaient la rivière des Outaouais. Il y avait 18 portages en passant sur la rivière des Outaouais, donc ils remontaient la rivière des Outaouais, et à partir de là, ils se rendaient jusqu'au Manitoba, jusqu'à Winnipeg. Une route de 3000 km. 3000 km. Et tout ça passait par la rivière des Outaouais. Encore une fois, la rivière des Outaouais a joué un très grand rôle là-dedans. Par la suite, fin 18e, début 19e, la traite des fourrures, petit à petit, va perdre de son importance. Elle ne disparaîtra pas complètement, mais elle va perdre de son importance. Et entre-temps, bon, il y a des événements internationaux qui se produisent aussi, notamment la guerre d'indépendance aux États-Unis,
Mais dans ce cas, devenir les États-Unis. Et bon, il ne faut pas s'imaginer que c'est tous les Américains qui étaient en faveur de l'indépendance. Comme je dis toujours, il y en avait le tiers qui était en faveur de l'indépendance, le tiers qui était contre, puis le tiers qui était indécis. C'est à peu près ça, là. Mais tous ceux qui avaient combattu contre l'indépendance, okay, ça devenait difficile de demeurer voisin de gens que tu avais combattus pendant des années. Et le gouvernement britannique, auquel le Canada appartenait à ce moment-là, cherchait de toutes les façons possibles à amener une population anglophone au Canada. Une population anglophone. Donc, le gouvernement britannique, à ce moment-là, a invité ceux qu'on appelle les loyalistes, ceux qui étaient voulaient rester fidèles à la couronne d'Angleterre, à venir s'installer dans le Canada et dans 2 régions précisément, ce qu'on appelait les Eastern Townships, aujourd'hui les cantons de l'Est, et les Western Townships, qui correspondent à l'Outaouais. Okay. C'est comme ça que les premiers Blancs à venir s'installer en Outaouais vont être des Américains, notamment Philemon Wright, qui va arriver avec sa famille, mais famille élargie, là, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, et c'est lui qui va s'installer dans ce qui est maintenant Hull. Mais il s'était fait concéder le territoire au complet, l'Outaouais au complet, à charge d'attirer des colons, des habitants. Donc Philemon Wright s'installe à Hull. Comme je vous disais, son neveu, Charles Sims, va venir s'installer ici pour construire une auberge afin que les voyageurs puissent circuler sur la rivière à cause des rapides, notamment ici, pas loin, c'est les rapides des Chênes. Okay. Philemon Wright, à l'origine, lui et sa famille, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est faire l'agriculture. C'est l'agriculture qui les intéresse. Parce que ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, il y avait un surplus, une surpopulation aux États-Unis, parce qu'au plus les États-Unis se terminaient aux Appalaches et on manquait de terre. Donc c'est en grande partie pour ça que Philemon Wright était venu s'installer dans la région pour, avec sa famille, pratiquer l'agriculture. Sauf que la région, à l'époque, était complètement recouverte d'une immense forêt qui n'avait jamais été exploitée. Mais pour faire l'agriculture, il faut commencer par défricher, ensuite essoucher, épierrer, puis au bout de 5-6 ans, peut-être que tu vas pouvoir commencer à récolter quelque chose. Donc, Philemon Wright n'avait pas le choix de bûcher, de couper les arbres. Donc, Philemon Wright va dire, bon, mais quand tu as coupé les arbres, pourquoi pas les vendre aux Anglais? Ils en ont besoin. Okay. Donc, lui qui était venu au départ pour faire de l'agriculture, va transformer complètement sa démarche et il va mettre en place plutôt tout un système. Parce que le problème, c'est que c'est bien beau couper les arbres, mais ça prend du monde, ça prend des bûcherons, ça prend des travailleurs, et il faut envoyer les bateaux, le bois jusqu'à Québec et de là jusqu'en Angleterre. Donc, Philemon Wright, et après lui, d'autres qui vont venir s'installer, vont mettre en place tout un système. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque automne, il descendait dans la vallée du Saint-Laurent pour recruter des jeunes hommes pour venir travailler dans les chantiers l'hiver ici, pour bûcher. Et bon, je n'ai pas besoin de vous dire, toute la région est couverte de rivières, de lacs, etc. Donc, les chantiers forestiers s'installaient toujours près d'une rivière. Toutes les rivières de la région, que ce soit la rivière Coulonge, la Lièvre, la Gatineau, toutes les rivières de la région vont avoir des chantiers qui vont s'installer sur les côtés. Donc, durant tout l'hiver, les chantiers, en passant, c'était des conditions de vie assez précaires, disons. Hein. Imaginez-vous, là, 200, 250 hommes enfermés dans une cabane dans le bois pendant 6 mois. C'était des conditions de vie extrêmement dures. Donc, les hommes bûchaient comme ça pendant tout l'hiver et empilaient les bio sur le bord des rivières, partout en Outaouais. Et au printemps, à la fonte des glaces, on jetait les bio, tous les bio qui avaient été coupés dans les rivières. Imaginez-vous, ça peut être des millions de bio qui coulaient des différentes rivières de la région. Ces bio-là, il fallait les conduire. Ça prenait des hommes pour, tant qu'il y avait des embarques, etc. C'est ceux autres qu'on appelle les draveurs. Draveur, qui est simplement la prononciation française de driver, tout simplement. Ils conduisaient les bateaux sur la rivière. Okay. Bon, Philemon Wright a été le premier, mais il y en a plein d'autres hommes d'affaires qui sont venus s'installer aussi dans la région par la suite. Donc, les bio coulaient sur la rivière et toutes les rivières débouchent sur la rivière des Outaouais. Donc, tous les bio aboutissaient sur la rivière des Outaouais, aux chutes à Hull, maintenant, où est le pont des Chaudières, il y avait la chute. Donc, tous les bio arrivaient là.
Et là, à partir de là, le système que Philemon Wright a mis en place, à partir de 1806, c'est ce qu'on appelle le système des cages. Okay? Donc, on attachait ces bateaux, ces billots-là qui arrivaient, on construisait d'immenses radeaux, on peut appeler ça, c'est presque des villes flottantes, là, dans le fond, avec des cabanes dessus. Et là, il peut y avoir 50, 100, 150 hommes qui montaient sur ces cages-là. On les appelait en français des cageux, mais la plupart des gens connaissent plus le mot anglais, c'est-à-dire les raftmen, les hommes qui conduisaient les cages. Et là, ils descendaient la rivière des Outaouais. Et là, imaginez-vous, quand on arrivait à des rapides, il fallait démonter le radeau. On avait installé des espèces de glissoires à côté. On repassait les billots par les glissoires et on reconstruisait le radeau de l'autre côté des rapides. Le voyage durait à peu près entre un mois et demi. Donc, ces hommes-là descendaient les cages comme ça jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et là, du fleuve, on remontait jusqu'à Québec. Et là, les radeaux étaient démontés. Les billots étaient embarqués sur les bateaux qui partaient pour l'Angleterre. À une certaine époque, plus que 80 de tout le bois produit au Canada venait de la région ici. Entre-temps, il y a quand même l'industrie du sciage qui s'est développée, parce que la région se peuple tranquillement. Et d'ailleurs, l'exemple que je donne toujours, ça paraît un peu ridicule, mais c'est quand même vrai. Si vous partez, parce qu'au fur et à mesure qu'on coupait les arbres, la forêt reculait, donc il fallait aller de plus en plus loin pour chercher les arbres. Et l'exemple que je donne, qui a l'air ridicule, mais qui correspond à la réalité, c'est que si vous partiez de Hull, par exemple, aujourd'hui, pour vous rendre jusqu'à Maniwaki, à pied, vous vous aperceviez qu'entre chaque village, entre Hull et Maniwaki, il y a une journée de marche. Parce que c'est comme ça que les relais se construisaient à l'époque, au fur et à mesure que la forêt reculait. Donc, l'industrie du bois équarri se termine, mais le bois de sciage va se développer. Donc, partout les petites villes, les petits villages vont avoir leur scierie. On vient juste d'inventer aux États-Unis une nouvelle technologie pour fabriquer du papier. Parce que jusque-là, le papier était fabriqué à partir de vieux chiffons, ce qui fait que le papier coûtait très, très cher. Donc, les livres coûtaient très, très cher aussi. Mais avec cette nouvelle technologie-là, on peut fabriquer du papier à partir de la pâte de bois. Donc, le bon bois, comme je disais tantôt, est presque disparu ici dans la région, mais il reste plein de bois, du sapin, de l'épinette, etc., qu'on considère comme du bois, de plus ou moins grande valeur. Mais là, pour fabriquer du papier, ce serait parfait. Donc, EBAD va installer à Hull la première usine de fabrication de papier à partir de la pâte de bois au Canada, qui va être installée à Hull. Et rapidement, à ce moment-là, Hull va devenir ED va devenir un des plus grands hommes d'affaires du Canada, parce que, il va avoir ses usines de pâte et papier, il va avoir aussi des scieries, il va aussi avoir une usine d'allumettes, très importante. La majorité, parce qu'à l'époque, les allumettes étaient un bien essentiel. C'est un peu comme l'équivalent de l'électricité aujourd'hui. Et EBAD va devenir le plus gros producteur d'allumettes en Amérique du Nord. Et les usines, son usine d'allumettes était située, encore une fois, à Hull, pas loin du pont des Chaudières. Et les jeunes filles qui travaillaient là-dedans, on les appelait les allumetières. C'est de là que vient le nom de boulevard des allumetières. Les allumetières qui travaillaient dans des conditions horribles et que finalement, je résume, mais ils vont finir par créer le premier syndicat féminin, un des premiers au Canada et le premier dans la région ici. Toujours autour de la rivière des Outaouais. Entre-temps, bien sûr, le chemin de fer va se développer. Donc, à la fin du 19e siècle, le bois va cesser d'être acheminé par la rivière et c'est le chemin de fer qui va remplacer. Mais la rivière va continuer à jouer un grand rôle, notamment pour la navigation. Par exemple, il y avait des voyages qui partaient de Montréal, qui remontaient toute la rivière des Outaouais dans ce qu'on appelle des bateaux à aubes. Et à ce moment-là, la rivière des Outaouais va changer un peu de vocation. On va continuer à faire de la navigation, mais par exemple, ici à Aylmer, ça va devenir le lieu. D'ailleurs, Aylmer va prendre le nom de capitale du loisir. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, les gens travaillaient généralement 6 jours par semaine. Leur seule journée de congé, c'était le dimanche. Et les loisirs, il n'y avait pas de télévision, pas d'Internet, bien sûr. Okay. Donc, le loisir privilégié des gens, c'était les parcs. Ici, à Aylmer, il va y avoir un des parcs, le parc le plus chic de la région, qui s'appelait Queen's Park,
qui est situé dans les alentours ici du musée, là, ce qu'on appelle maintenant le parc des Cèdres, notamment la zone de la marina. Il va y avoir toutes sortes d'activités, des glissades d'eau, des orchestres qui jouaient en plein air le dimanche. Les gens venaient pique-niquer ici. D'ailleurs, le tramway, il y avait un tramway qui partait du Château-Laurier à Ottawa et le terminus était juste ici à Elmer. Qui apportait des centaines de gens d'Ottawa, de Hull, un peu partout, qui venaient ici. Il y avait aussi à Hull, bien sûr, il y avait le parc Jacques-Cartier à Hull. Il y avait aussi le parc Luna à Hull. Mais ici, c'était vraiment le parc par excellence pour les loisirs. Il y avait un hôtel qu'on considérait comme un des hôtels les plus chics à l'ouest de Montréal, qui était situé tout près d'ici. Ça s'appelle l'hôtel Victoria, qui recevait là, des gens célèbres, etc. Donc, c'était vraiment un lieu de loisirs ici. Donc, vous voyez, la rivière a joué ces différents rôles-là. Route de commerce pour les Autochtones, route pour la traite des fourrures, pour les explorations de l'Amérique du Nord. Ensuite, route clé pour la traite des fourrures, qui est vraiment comme la marque de commerce de la région. C'est le commerce le commerce du bois, je veux dire. Le commerce du bois qui a donné naissance à l'Outaouais. Qui a donné naissance à l'Outaouais. Et par la suite, à partir du milieu du 20e siècle à peu près, ça va devenir, c'est son rôle de loisir qui va prendre la place. Et ici, au musée, dans le fond, dans notre exposition permanente, ce qu'on illustre, c'est justement ces différents rôles-là que la rivière a joué au cours de l'histoire. Le musée de l'Auberge Sims, ici, est le musée où on peut le mieux apprendre l'histoire de la région, dans le fond.